Bonjour, Thomas Cataldo. Donc, je vais vous présenter ce qu'on a fait autour d'Outlook et comment on fait fonctionner Outlook avec Bluemind. Alors, excusez-moi si j'ai un petit peu la voix qui tremble. En fait, le travail qu'on a fait sur Outlook, ça représente pour nos équipes un peu plus de 5 ans de travail. Donc, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On est les seuls à le faire. Donc, je vais essayer de vous montrer en fait l'étendue du travail, ce que ça implique et le résultat qu'on obtient dans notre produit et notre intégration Outlook. Donc Pierre, Sylvain, Leslie, on vous ont déjà dit que le besoin principal, c'était de continuer et conserver Outlook. Outlook, ça sait faire plusieurs choses. Vous pouvez créer plusieurs types de comptes dans un client Outlook. Vous pouviez déjà, avec la version 3.5 de Bluemind, faire une connexion avec les protocoles standards d'Internet, une connexion POP, IMAP, l'envoi de mails par SMTP. Quand vous faites ça, vous n'avez que le périmètre messagerie, c'est-à-dire vous n'avez pas le périmètre collaboratif. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais Outlook n'est vraiment pas un bon client IMAP, POP. Vous pourrez revenir dessus. Vous avez d'autres modes de connexion. Vous pouvez connecter via le protocole ActiveSync, qui est un protocole qui est plutôt pensé pour les téléphones mobiles. C'est ça qu'on utilise pour gérer la mobilité. Donc là, vous allez rajouter le périmètre collaboratif, mais pas complètement. Vous allez rajouter en fait uniquement calendrier, agenda, contact, mais seulement les vôtres. C'est-à-dire les prises de réunion, toutes ces choses-là vont être fortement dégradées. Et surtout, le protocole ActiveSync est lent et consommateur. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Si on regarde des ABAC Microsoft Exchange, un téléphone mobile en termes de ressources sur vos serveurs consomme 5 fois plus qu'un Outlook connecté. Donc c'est pas forcément un bon biais pour connecter un Outlook. Et enfin, la connectivité native de l'Outlook, c'est-à-dire lorsqu'il fonctionne avec Exchange. Là, vous allez avoir un périmètre collaboratif évidemment complet, toutes les fonctionnalités, le mail, les calendriers, les contacts, les partages, et plein de choses encore, la gestion des droits, des répondeurs. Donc si on regarde en fait le besoin c'est pas juste que l'interface affichée ce soit Outlook, c'est d'avoir Outlook tel qu'il est avec Exchange, sans les compromis fonctionnels, sans les fonctionnalités en moins. Donc comment on s'y est pris en fait pour arriver à ça? Ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on a modifié le client? Modifier le client, c'est possible, on peut faire des plugins sur Outlook. Par contre, qu'est-ce que ça impose? Ça impose un déploiement sur les postes clients. C'est pas quelque chose qui est particulièrement souhaitable. Et surtout, à chaque fois qu'on ajoute un plugin, on ajoute des nouvelles interfaces. Donc vous allez avoir une expérience utilisateur qui va être dégradée puisque on n'est pas sur le module ou les morceaux d'interface que vous avez traditionnellement sur un Outlook Exchange. Vous avez un nouvel écran qui a été créé par le plugin Bluemind ou le plugin d'une autre solution. Donc c'est une autre formation. Et plus on va le modifier, plus on va essayer de couvrir du coup des fonctionnalités. On va vouloir essayer d'ajouter la gestion des droits, exposer les différents partages. Plus on va le modifier, plus on va s'éloigner en fait de ce à quoi ressemble un Outlook. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on disait vous vouliez Word, on vous a livré LibreOffice. Oui, le jeu de fonctionnalité est le même, mais pour l'utilisateur, c'est pas la même chose, ça demande de la formation, c'est autre chose. Donc notre solution consiste à ne surtout pas toucher à Outlook et vous présenter tous les écrans natifs d'Outlook. On va faire ci un petit peu sur la technique pour essayer de vous faire comprendre en fait où s'est situé notre travail et qu'est-ce qu'on a dû faire. Comment fonctionne un Outlook et qu'est-ce qu'il fait quand il est connecté dans une infrastructure Exchange. Donc s'il y a des professionnels d'Exchange, vous me pardonnerez toutes les simplifications que j'ai pu faire de l'infrastructure Exchange. Ce qui nous intéresse, c'est comment il se connecte et qu'est-ce qui rentre dans l'infrastructure Exchange. Donc l'infrastructure Exchange, évidemment, elle reçoit des mails au format standard, elle les fait ressortir aussi en format standard. Évidemment, les gens qui ont Exchange peuvent communiquer avec autre chose que les gens qui ont Exchange. Jusque-là, normal. Une fois que les mails arrivent dans l'infrastructure Exchange, là, par contre, ils changent de format. Et je l'ai dessiné avec une base de données, ils finissent dans un format de base de données. Et enfin, les services Exchange vont venir exposer toutes ces données, toute cette base de données à Outlook. Pour ça, est-ce qu'on retrouve des noms de protocoles standards? Non, on ne trouve pas d'IMAP, on ne trouve pas d'SMTP, on ne trouve pas trop des choses connues. Peut-être qu'il y a de grandes chances, si vous n'êtes pas rompu à l'administration Exchange, que vous n'ayez jamais entendu parler de ces protocoles-là. Ces différents protocoles-là qu'on résume sous le nom de MAPI, c'est toute cette partie-là que nous avons implémentée. Donc nous discutons nativement
et nous parlons nativement tous ces protocoles-là au niveau de Bluemind pour que Outlook ait totalement l'impression de discuter avec un serveur Exchange. Donc, je vais m'intéresser un peu plus au format MAPI, puisque quand les mails rentrent, ils changent complètement de format. On n'est plus sur du dossier de messagerie et des fichiers, on est sur un format de base de données à l'intérieur d'Exchange. Ah, ça fait peur. Oula. Oui, c'est ce qu'on peut se dire, ça ressemble à une réunion avec votre administrateur de base de données qui va venir vous présenter le nouveau modèle de données pour le nouveau portail. C'est un petit peu ça qu'il y a à l'intérieur d'un Exchange. Il y a un modèle de données complexe, un modèle de base de données avec des dossiers, des messages. Les messages ont des destinataires, les messages peuvent avoir des pièces jointes, les dossiers peuvent avoir des règles, des droits. Et à l'intérieur de tout ça, c'est tout un modèle de base de données clé-valeur. Donc ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur des bases de données Exchange. Pourquoi je vous parle de tout ça alors que c'est compliqué? C'est pour vous faire vraiment toucher du doigt tout le travail que ça demande en fait de pouvoir présenter les données à Outlook. Et quand on dit propriété et valeur, on n'est pas en train de parler de simple chaîne de caractères pour le sujet d'un mail ou de la date d'envoi. Les propriétés, ça peut être des propriétés binaires, hein, des binaires multivalués. Rien que la liste des propriétés qui sont connues dans une base de données Exchange, juste la liste, hein, on a 376 pages de spécifications. Et des spécifications, il n'y a pas que cette liste, il y en a à peu près 130. Donc si on regarde un exemple sur un bout des spécifications, ils vont vous donner un nom de propriété et ils vont vous dire, ben voilà, toutes ces autres spécifications consomment cette propriété, elle est redéfinie, respécifiée dans d'autres documents, c'est des propriétés ultra complexes avec des champs d'octets. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Même chose pour les dossiers. Ça se voit déjà visuellement que Outlook il va un petit peu plus loin que, par exemple, une messagerie qui ne fait que de la messagerie. Alors là, c'est une capture d'écran d'un Thunderbird. Vous allez avoir vos 5 dossiers classiques, votre boîte de réception, vos brouillons, la corbeille, la boîte d'envoi, l'accès au partage. Si on regarde de suite une arborescence Outlook, on a quelque chose de plus touffu, avec les calendriers, les contacts, les notes, des flux RSS, des tâches, des dossiers publics, des calendriers d'entreprise, des carnets d'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses dans une arborescence Outlook, beaucoup plus que dans de la messagerie traditionnelle. Et la vraie arborescence qu'il y a cachée derrière tout ça, ça ressemble à ça en fait dans un serveur Exchange, où ici, on va avoir juste l'arborescence visible, et dans tout ça, il y a des dossiers qui sont cachés, et les dossiers comportent aussi des messages cachés, mais il y a tout ça derrière. Je ne vais pas m'étendre plus sur la technique, mais voilà. Donc on a eu 2 grands chantiers à faire. D'une part, gérer le dialogue entre Outlook et Bluemind, et d'autre part, gérer le modèle pour savoir présenter nos données telles qu'elles seraient stockées si elles étaient dans Exchange. Donc sur le dialogue, je ne vais pas détailler énormément, on a fait tout le travail qui consiste à comprendre les appels, répondre aux appels, on sait décoder les différentes propriétés complexes et les réécrire. À titre de comparaison, on a, au niveau des nombres, on a peut-être 150 appels et requêtes à savoir traiter sur un protocole Exchange. Le protocole LDAP, utilisé pour les annuaires, n'en comporte que 8, pour vous donner une idée de la complétude du protocole et de sa complexité. On a eu besoin aussi de retravailler les données d'annuaire, de savoir exposer tout l'annuaire d'entreprise à un format compatible avec Outlook pour qu'Outlook puisse le télécharger. Et enfin, le deuxième chantier important chez nous, c'est de gérer ce modèle de données complexe qu'on a dans Exchange. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans même qu'on prépare ce chantier-là. Donc tout ce qui était sorti de notre version précédente, dans la 3.5, on avait déjà Outlook en ligne de mire au niveau de nos modèles de données. Et on avait déjà fait une bonne partie du travail pour tout ce qui concerne les contacts, les calendriers, les tâches. Et là, tout le travail qui s'est déroulé en parallèle du développement de la 3.5 et qui arrive avec la sortie de la version 4, c'est d'avoir réussi à faire entrer
aussi les mails dans ce moule-là, avec tout un besoin de structuration, puisqu'un mail, normalement, c'est un fichier, c'est pas vraiment structuré, et donc on a eu besoin d'ajouter toute cette structure pour pouvoir répondre comme à des requêtes de base de données, et c'est ça que va faire Outlook pour interroger les emails. Ce qui fait que aussi la version 4 amène avec elle une API REST pour interroger les mails. D'ailleurs, on a été retenu il n'y a pas longtemps sur un grand projet, alors je ne sais pas s'ils sont dans la salle, uniquement pour notre API REST pour les mails, pour faire de l'intégration dans un portail. Enfin, on a dû mettre en place ce que je vais appeler un format pivot, c'est-à-dire avoir les données dans un format un peu intermédiaire entre les mails qui arrivent standardisés et les données qu'on doit préparer pour savoir les servir efficacement à Outlook, pour répondre à ces demandes de liste de propriétés et toutes ces choses-là. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur la partie technique, et maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tout d'abord, la création du compte. Jusque-là, on se contente de saisir notre nom, notre adresse mail, notre mot de passe. Et là, les protocoles de découverte automatique Exchange, ce qu'on appelle l'auto-discover, vont faire le travail, vont trouver tous les réglages du BlueMind. Ça y est, le compte Outlook natif est configuré. On peut choisir si on veut garder les mails entièrement sur le poste client, ou si on veut les interroger en direct pour ne pas faire des gros profils sur les postes clients. Voilà, et c'est l'intégralité des réglages d'un compte BlueMind depuis Outlook. Démarrage d'Outlook. Excusez-moi. Voilà. Ah. Donc là, on a mis longtemps pour arriver à avoir ça. Ça a été très compliqué d'arriver à obtenir ce résultat-là. Mais voilà, Outlook, démarrage traditionnel, configuration automatique, mes mails sont là, tout est là. Et surtout, qu'est-ce qu'il n'y est pas? Je n'ai pas une verrue supplémentaire dans mon bandeau, j'ai uniquement les fonctionnalités Outlook traditionnelles et je les ai toutes. Je vais vous montrer la composition d'email une fois que j'aurai fait la connexion avec le BlueMind pour vous montrer que c'est quand même les mêmes emails. Voilà. La composition d'email, les rappels. Composition d'email, alors je montre ce point-là parce que il y a des fonctionnalités supplémentaires sur un envoi de mail quand vous êtes connecté à Exchange que vous ne pouvez pas avoir autrement avec un autre mode de connexion. Donc le choix des utilisateurs dans l'annuaire. Et on va afficher voilà, ce qui s'appelle des mail types dans le monde Exchange. Alors je ne pense pas que ce soit lisible du fond. Outlook m'a marqué 2 des destinataires en me disant que mon deuxième destinataire est over quota. Donc si je lui envoie un mail, il ne le saura pas. Et que mon 3e utilisateur a son répondeur de messagerie activé et qu'il est en vacances. Fonctionnalité assez intéressante du coup, qui est interfacée avec BlueMind. Donc je peux enlever mes 2 destinataires et composer mon mail de manière traditionnelle avec Outlook. Ah, moi aussi, j'avais mon répondeur de messagerie activé. J'ai un bandeau dans Outlook qui me le signale. Je peux le désactiver directement depuis l'interface d'Outlook ou je peux aller dans mes réglages d'Outlook. Là aussi, les réglages classiques de Outlook, pas les réglages venant des réglages de l'add-on. Voilà, j'enlève mon répondeur automatique. On va s'intéresser maintenant à la partie calendrier. Alors, allez regarder la même chose côté BlueMind. On a bien la même chose des 2 côtés. On va créer un rendez-vous côté Outlook, on va le voir apparaître côté BlueMind. Là, voilà.
Pas de besoin de cliquer sur des boutons de synchronisation. Là, je vais aller modifier une réunion. Alors une réunion, c'est assez intéressant, et surtout dans notre intégration, c'est assez intéressant, puisque on retrouve à nouveau les mail types. Il me dit que je suis en train d'inviter à ma réunion un utilisateur qui est en vacances. C'est une information importante pour l'organisation. Même chose sur l'intégration avec la gestion des salles. La gestion des salles, pareil, on implémente les bons morceaux du protocole Exchange pour que la gestion des salles natives d'Outlook soit fonctionnelle. Je peux déplacer mon rendez-vous, il va aller se déplacer dans le Bluemind. J'ai enlevé la personne qui était en vacances de ma réunion. La synchro s'est fait, le rendez-vous est apparu de l'autre côté, côté Bluemind. Et je peux afficher les agendas, évidemment, d'autres utilisateurs. Donc on a tout le périmètre collaboratif classique. L'accès aux agendas partagés va se faire aussi par les boutons traditionnels de Outlook. Je vais pouvoir aller ouvrir un agenda depuis le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses où je vais visualiser tout le GAL avec tous les utilisateurs, toutes mes salles, tous mes groupes, tous mes dossiers publics. Donc là, c'est l'écran et l'intégration native avec l'annuaire d'entreprise d'Outlook. Pour les contacts, même chose, on va aller voir les contacts côté Bluemind. Évidemment, tout fonctionne de concert, tout est bidirectionnel, donc je vais aller modifier mon contact, aller ajouter une photo à Tony Stark. Je lui ajoute sa photo. Donc, Outlook met toujours un petit délai en termes de synchronisation. Outlook a tendance à temporiser un peu les choses. Voilà, c'est apparu. Enfin, dernière chose, tout ce qui est dossier public. Tout ce qui est dossier public, tout ce qu'on a mappé sur la partie dossier public d'Exchange, c'est tout ce que vous avez dans Bluemind, ce qui s'appelle des mail shares, qui s'appelle parfois des boîtes fonctionnelles. Donc au niveau des dossiers publics d'Outlook, vous allez retrouver du coup toutes les boîtes fonctionnelles sur lesquelles vous avez les droits. Vous allez retrouver tous vos carnets d'adresses de domaine, tous vos calendriers de domaine. Toutes les données du Bluemind vont être présentées dans Outlook via les protocoles Outlook. Pourquoi on mappe ça aussi au niveau des dossiers publics? Pour éviter que les données descendent à 100% sur les postes. Si vous avez beaucoup de dossiers publics, vous n'avez pas envie d'avoir toutes ces données-là sur les postes clients. Donc dossier public. Même chose que pour le reste des mails, on a toujours l'intégration, des photos. Enfin, la dernière chose que je vais vous montrer concerne le partage. Les écrans de partage, ce sont les écrans traditionnels. Là, je vais vouloir gérer mes délégués. J'avais déjà délégué mon agenda à Leslie. Je vais ajouter un nouveau délégué depuis l'annuaire. Je prends un des utilisateurs, celui qui était overquota tout à l'heure, et je vais lui donner les droits d'aller lire mon calendrier et lire mes tâches. Même chose, on n'est pas sur des écrans spéciaux, codés spécifiquement, c'est les écrans natifs d'Outlook. La personne a reçu un mail qui a été émis par Outlook et les droits ont été donnés côté Bluemind. Voilà. Si vous avez des questions, maintenant je vais pouvoir y répondre. Je pense que c'est quelque chose qui peut susciter des questions. Alors le protocole qu'on parle, c'est ce qui s'appelle MAPI HTTP, donc c'est disponible depuis Outlook 2010 SP2. Excusez-moi. Donc le protocole qu'on parle, c'est ce qui s'appelle MAPI HTTP, c'est aussi le protocole par défaut d'Office 365, c'est disponible du coup dans toutes les versions d'Outlook depuis Outlook 2010 SP2, puisqu'ils ont rétroporté le protocole dans toutes leurs versions à partir de 2010 SP2. Alors, les spécifications, ils les ont publiées parce qu'ils s'étaient fait retoquer par la Commission européenne sur l'interopérabilité, donc ils les ont publiées en même temps que le jeu de spécifications ActiveSync, ça fait partie des protocoles Exchange. C'est pas leur but en fait je pense de changer, que ce soit changer les spécifications pour nous bloquer. Tous les gens qui font de l'intégration en fait, qui créent des add-ons, vos add-ons d'antivirus, toutes ces choses-là, elles reposent en fait sur ce modèle de données, ses propriétés. Donc ils sont obligés de conserver une énorme rétrocompatibilité. C'est pour ça que
un même compte Exchange ou Bluemind, on peut y connecter de l'Outlook 2010, du 2016, passer de l'un à l'autre, finalement revenir sur le vieux client, et ça continue à fonctionner. Il y a vraiment une grande pérennité en fait dans le protocole lui-même et qui est assez justement résilient aux différentes versions des clients. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous passe le micro, parce que sinon on ne vous entend pas bien. Dans la démonstration, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on maintenant peut utiliser grâce à Outlook native. Est-ce que, donc ça vous avez dû les implémenter côté serveur, donc est-ce que c'est pas aussi l'occasion, ou allez-vous le faire, côté web client Bluemind, de rajouter des nouvelles options, Alors, je vais pas spoiler sur les conférences de l'après-midi et sur ce que va vous présenter Mehdi sur la partie webmail et comment on va pousser l'intégration entre nos différentes applications, que ce soit transformer un mail en tâche ou ce genre de choses. Mais évidemment, comme l'avait dit Sylvain, tout ce qu'il y en a dans Bluemind, c'est drivé par des API, c'est-à-dire les mail tips qui s'affichent au niveau des composeurs Outlook, au niveau de la création de rendez-vous, qui me dit que je suis en train d'inviter une personne qui sera en vacances ce jour-là. Évidemment, les API Bluemind exposent ça, c'est disponible dans tout le reste du produit par API. Donc, évidemment, le composeur du nouveau webmail vous dira aussi que vous écrivez à quelqu'un qui a dépassé son quota, que vous écrivez à quelqu'un en vacances. Voilà. Je relève pas. Oui. Peut-on sans risque installer à la fois des clients Outlook et des versions webmail dans une même collectivité? Ça nous pose pas de problème. Vous avez vu, en fait, à chaque fois, là, je fais mes manipulations en vous montrant que ça bouge côté Bluemind, que c'est bien les mêmes données, et que ça nous pose pas de problème que la modif soit faite d'un côté ou de l'autre. Quand je mets la photo du cascade Ironman, je le fais côté Bluemind. Quand je modifie mon rendez-vous, je le fais côté Outlook. Ça pose pas de problème. C'est fait pour fonctionner de concert. Comment on fait pour les visioconférences? Alors on a un point là-dessus sur la partie roadmap. Ce qu'on a fait, c'est normalement compatible avec les différents add-ons que vous pourrez rajouter dans les Outlook. Un de nos premiers clients en production avec de l'Outlook, il a des add-ons TeamViewer par exemple déployés dans son Outlook. Donc il y a des choses qui fonctionnent directement depuis Outlook. Dans Exchange, le message et les pièces attachées sont dans la base de données. Et là, ça va être comment? Non. C'est pour ça qu'à un moment, dans mes slides, je voulais pas m'étendre trop sur la partie technique, on parle de format pivot. C'est-à-dire on n'a pas doublé le stockage. C'est pas le mail il rentre et on en fait une copie au format base de données Exchange, histoire d'avoir tout dans le format natif. On va extraire en fait des emails, les choses qui sont les plus critiques pour nous, pour le fonctionnement d'Outlook, les propriétés sur lesquelles il s'appuie pour ses protocoles de synchronisation. Par contre, les pièces jointes, en gros, on a un marqueur pour savoir exactement où aller les chercher dans le fichier d'origine, dans le mail. Mais évidemment, on n'a pas dupliqué les pièces jointes en base de données. On n'a pas dupliqué non plus les corps des emails en base de données. En base de données, on va avoir tout l'arbre du mail, toute sa structure, les données de destinataire. Mais évidemment, on ne va pas tout dupliquer. On peut prendre encore une question. Sinon, comme je vous l'ai dit, Thomas sera disponible évidemment, comme tout le reste de l'équipe Bluemind, durant les différentes pauses. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Et si vous avez des questions, notez-les bien et vous pourrez toutes les poser après. Donc, Thomas va revenir juste après.